Messieurs, un peu de silence. Messieurs, en ce jour mémorable. Nous sommes en septembre 1791. La première constitution de la France vient d'être adoptée par l'Assemblée constituante. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la révolution proprement dite est faite et la société française ne reviendra plus jamais en arrière. Reste donc à affermir cette révolution en l'asseyant sur des bases solides. Cette consolidation va rapidement gagner en intensité et en violence, si bien qu'il faudra lui consacrer au moins 2 épisodes autour de la coupure décisive de la chute de la royauté à l'été 1792 qui fait basculer la France de monarchie en république. Salut et bienvenue sur ma chaîne Fragora pour ce 4e épisode de ma série consacrée à l'histoire des régimes politiques français, épisode qui portera sur l'affermissement de la Révolution sous la législative et qui va jusqu'à la chute de la royauté et l'élection de la Convention qui va marquer l'avènement de la République jacobine. Entrée en vigueur le 14 septembre 1791, la Constitution dite de 1791 met fin à la République de fait qui s'était établie à la suite de la suspension du roi après sa tentative de fuite à Varennes. Et malgré cet épisode tendu, le régime politique instauré reste tout de même une monarchie, mais une monarchie constitutionnelle qui n'a plus rien à voir avec l'absolutisme qu'on connaissait sous l'Ancien Régime. Cette première constitution écrite de la France est fondée sur les principes de souveraineté de la nation, qui est récupérée au roi, et de séparation des pouvoirs. Le système mis en place est centré autour de ce que la Constitution appelle le corps législatif, composé d'une assemblée unique, l'Assemblée nationale. En face, le roi reste maître du corps exécutif, mais conserve des prérogatives législatives à travers un droit de veto encadré. Néanmoins, ces prérogatives ne sont plus de droit divin, comme c'était le cas pendant l'Ancien Régime, mais des prérogatives de la nation que le roi exerce en son nom. Dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué pourquoi le système ne pouvait pas être viable à long terme, en raison notamment de l'absence d'un mécanisme stabilisateur entre d'un côté le pouvoir législatif et de l'autre côté le pouvoir exécutif. Et donc en fait, la question est de savoir comment le système va fonctionner en pratique, mais la vraie question c'est surtout pour combien de temps. Et on va le voir, la législative, c'est le nom qu'on va donner à cette nouvelle Assemblée nationale élue, ne va en fait même pas tenir un an. Les rapports entre le roi et le corps législatif vont très rapidement se tendre sur des sujets épineux de politique intérieure, alors même que sur le plan extérieur, la France entre en guerre contre les principales monarchies européennes. Dans ce climat tendu, le roi, décrié comme Monsieur Veto, va rapidement se voir accablé de tous les maux et notamment de trahison contre la patrie, car il espérait, et c'est pas complètement faux d'ailleurs, la victoire des monarchies étrangères pour mater la Révolution et rétablir la monarchie. Dans ce climat de tension, l'Assemblée va rapidement se retrouver dépassée par des forces extérieures qu'elle ne maîtrise plus. Et en réaction au soulèvement du peuple de Paris, le 10 août 1792, l'Assemblée n'a plus le choix et cède face à l'insurrection populaire en suspendant le roi et le régime. Dans cette vidéo, nous allons voir l'affermissement de la Révolution sous la législative en analysant d'abord le système mis en place par la Constitution de 1791 avant de regarder la vie politique de la législative, de son élection jusqu'à la chute de la royauté. La Constitution est finalement votée par l'Assemblée le 3 septembre. Le 13 septembre, le roi l'accepte formellement et le 14 septembre, le lendemain, il lui jure fidélité le jour de son entrée en vigueur. Et donc, si on fait les calculs, ce sont un peu plus de 2 années qui se sont écoulées entre les premiers débats de l'été 1789 et son adoption définitive. Alors, l'ampleur des problèmes qui restaient à résoudre explique en partie cette lenteur. Parce que je rappelle tout de même qu'il s'agissait de créer un ordre politique nouveau à partir de rien. Mais ça l'explique en partie seulement parce qu'en fait ce sont surtout les événements auxquels la Constituante ont dû faire face qui lui ont dicté le rythme de ses travaux. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le plus important d'entre eux se situe en juin 1791 avec la tentative de fuite de Louis XVI repris à Varennes.
Il contraint en effet l'Assemblée à préciser sa position. Tout en décrétant le roi suspendu de ses fonctions jusqu'à la présentation de la Constitution définitive et en instaurant de la sorte une véritable république de fait, la Constituante se refuse à dénoncer ouvertement sa fuite, accréditant la thèse fictive de l'enlèvement, c'est le décret du 16 juillet. C'est donc la peur qui l'emporte sur l'indignation. Le lendemain, la mobilisation républicaine du Champ de Mars se heurte à la répression la plus brutale, 50 morts, des centaines de blessés. L'élite constituante se prend à redouter les débordements populaires. Il est clair qu'elle ne peut asseoir sa maîtrise face au peuple qu'en maintenant le roi. Et c'est pourquoi le texte de 1791 est à certains égards en retrait par rapport aux orientations dégagées en 1789. La révision de l'acte constitutionnel, c'est la reprise globale du texte enfin achevée, en août 1791 se fait dans un sens conservateur. L'Assemblée s'efforce de ménager le pouvoir royal tout en prévenant les éventuels dérapages populaires. Ces préoccupations éclairent l'extrême rigidité de la procédure imaginée pour modifier la Constitution. Elles expliquent également la recherche d'une certaine pondération en fait entre roi et corps législatif. Alors concrètement, à quoi ressemblent ces institutions nouvelles définies par cette Constitution qui comporte 209 articles répartis en 7 titres ? Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous en faire la lecture détaillée, puisque ça aurait un intérêt assez limité, mais je vais essayer de vous dégager 4 grands axes. Dans la droite ligne de la déclaration, la Constitution pose clairement que, je cite, « la souveraineté appartient à la nation. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Mais elle dit aussi que, je cite, « la nation de qui émanent tous les pouvoirs ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative. Les représentants de la nation sont le corps législatif et le roi. » Fin de citation, c'était l'article 2 de la Constitution. Concrètement, la souveraineté est absolue et son titulaire, c'est la nation. Mais son exercice passe par ses représentants, qui sont donc le corps législatif et le roi. Et point intéressant, le roi est qualifié de représentant au même titre que le corps législatif, mais dans les faits, le roi n'est pas du tout au même niveau que l'Assemblée, car il n'est représentant que dans des limites bien précises, et il n'est qu'un organe partiel de la fonction législative. Et d'ailleurs, il est complètement exclu du pouvoir constituant. En fait, rappelez-vous, l'Assemblée s'était autoproclamée constituante sans avoir reçu le mandat explicitement de la nation pour remplir cette tâche. Et donc le seul moyen de rendre le pouvoir à la nation serait été de lui faire ratifier cette constitution. Concrètement, c'est un référendum où on demande aux Français « acceptez-vous la nouvelle constitution ?» Or, le texte de 1791 non seulement refuse un tel référendum, mais en plus cantonne le peuple dans un rôle purement accessoire, à la fois en interdisant le mandat impératif, mais aussi en apportant de sérieuses restrictions au suffrage, ce qui en fait à la fin une démocratie très encadrée. Alors je rappelle, le mandat impératif, c'est lorsqu'un député doit défendre exactement ce pourquoi les électeurs l'ont élu. Donc ça veut dire qu'il n'a aucune marge de manœuvre ni pour du compromis, ni pour de la négociation. En fait, il doit exactement respecter les consignes de vote qu'il a reçues. Par rapport à l'affirmation de la souveraineté de la nation, la ratification de la Constitution était une question essentielle. Dès 1789, Condorcet avait rédigé une brochure intitulée « Sur la nécessité de faire ratifier la Constitution par le peuple ». Mais fin août 1791, lorsque se déroule sur ce thème le débat final, cette revendication a finalement déserté le champ démocratique. Elle est en fait devenue le combat de la droite, qui sous l'égide de Malouet, y voit le moyen de remettre en cause la Révolution. Et oui, voter contre la Constitution, cela signifiait voter contre la Révolution. C'est une belle récupération politique pour la droite, ça. Parce que si le non l'avait emporté, il aurait été assez difficile pour les révolutionnaires de continuer leur tâche. Gros risque donc. Et on retrouve déjà une loi assez importante de la politique, qui est que lorsque les Français sont consultés par référendum, ils répondent moins à la question qu'à la personne qui la pose. C'est-à-dire que chaque référendum est transformé en fait en la question suivante, êtes-vous pour ou contre le pouvoir en place ? Aussi, quand le référendum constituant est écarté, il n'est pas objecté que le consentement populaire à la Constitution est inutile, mais qu'il est déjà suffisamment évident.
Deuxième point, les mandats impératifs sont interdits, et c'est là une traduction assez fidèle de la pensée de Sieyès qu'il avait exprimée dès janvier 1789, puis développée dans un important discours du 7 septembre de la même année. La justification d'origine, c'était que le mandat impératif risquait d'introduire une mosaïque de consignes divergentes incompatibles avec la nécessaire unité de la volonté nationale. Mais bon, après le coup d'État du 17 juin, les ordres sont complètement vidés de leurs différences politiques, donc l'argument perd en fait de sa vocation révolutionnaire. Et à l'inverse, il risquait de devenir, aux mains de l'élite parlementaire, un moyen de tenir le peuple à distance, et cela d'autant plus que le texte définitif ne reconnaît à celui-ci aucun moyen de contrôle sur l'Assemblée. Je cite, « La plupart de nos concitoyens n'ont ni l'instruction ni les loisirs nécessaires pour vouloir décider eux-mêmes des affaires publiques. Leur avis est donc de nommer des représentants beaucoup plus capables qu'eux-mêmes de décider. » Ça, c'est ce que pense Sieyès. Et donc, à la fin, le droit du peuple se ramène en fait à un simple droit d'élire, qui n'est d'ailleurs pas lui-même sans restriction. Pourtant, en reportant dans la nation la source de la souveraineté, la Révolution fait du suffrage un enjeu fondamental. Bah oui, puisque c'est par le suffrage que les citoyens interviennent dans la formation de la volonté générale, en désignant ceux qui vont parler au nom de la nation. Et donc toute restriction apparaît dans son principe même contestable. Or, le suffrage qui est mis en place est un suffrage censitaire, c'est-à-dire qui est réservé aux citoyens qui payent le cens, c'est-à-dire de l'impôt. Et donc ça exclut de fait de nombreux citoyens. Lorsque s'ouvre le débat sur la question électorale, fin octobre 1789, on ne relève que 5 députés en fait qui se déclarent favorables au suffrage universel. Certains patriotes avancés acceptent l'idée d'un suffrage restreint par crainte de l'ignorance populaire, tel Pétion qui dénonce ce peuple antique et corrompu. Et donc va s'effectuer dès le début la liaison entre l'universalité du suffrage et la nécessité d'une éducation civique, destinée non seulement à prévenir les débordements populaires intempestifs, mais aussi à dissiper les fidélités monarchiques. Quel que soit d'ailleurs le mobile majoritaire, sa traduction est univoque. Il s'agit pour l'instant de tenir, autant que possible, le peuple à l'écart de la prise des décisions politiques. La Constitution prévoit que pour être citoyen actif, c'est-à-dire pouvant voter pour élire ses représentants, il faut être âgé de 25 ans accompli, être domicilié depuis 1 an dans la ville ou le canton, ne pas être domestique, être inscrit à la garde nationale, avoir prêté le serment civique, n'être ni en état d'accusation, ni failli, ni insolvable, et payer une contribution égale à 3 journées de travail. C'est beaucoup de conditions. Et on estime que la condition de sens excluait mécaniquement à peu près 1/3 des citoyens. Alors, point intéressant, le système repose sur le volontariat politique. Et oui, pour accéder à la citoyenneté active, il faut adhérer au régime, comme le prouve la nécessaire prestation du serment civique. Et pour être parfaitement libre de jugement, il ne faut pas être dans une relation de dépendance économique à autrui, d'où l'exclusion des domestiques. Et donc ces ultimes conditions attestent que le suffrage censitaire, s'il heurte certes l'égalité politique, ne peut être simplement interprété comme le fait d'une élite bourgeoise jalouse des prérogatives qu'elle vient de conquérir. En fait, la vraie limitation, elle n'est pas tant venue du sens que du mode de scrutin pour désigner les députés du corps législatif avec un suffrage indirect à 2 degrés. En fait, le rôle des citoyens actifs se borne à se réunir en assemblée primaire pour désigner des électeurs du second degré qui, eux seuls, seront chargés d'élire les députés au corps législatif. Or, si l'éligibilité est envisagée avec souplesse, c'est-à-dire que les députés peuvent être désignés parmi tous les citoyens actifs, Camille Desmoulins ayant pris soin de faire valoir que s'il y avait eu un sens d'éligibilité, Jésus-Christ, Corneille ou Rousseau n'auraient pas pu représenter la nation, ce qui posait quand même un petit problème conceptuel, c'est pas le cas du tout des électeurs de second degré, pour lesquels un sens très élevé est exigé, que ne remplissaient en fait que 20% des citoyens actifs, soit à peine 13% de la population. Avec un peu de recul, c'est dans l'institution même de ce suffrage à 2 degrés que semble résider la négation fondamentale de la souveraineté du peuple. Oui, puisque le suffrage indirect permet aux députés de se soustraire à l'influence des électeurs primaires qu'ils rencontrent en fait jamais. Et donc ça fonde l'indépendance parlementaire, à la fois en termes juridiques, puisque la règle dit que c'est comme ça, mais aussi en termes politiques, puisque les députés n'ont jamais de compte à rendre à ces électeurs primaires. Avec cet écran dressé entre la nation et ses représentants, le député pouvait assez facilement imaginer qu'en fait il se substituait aux citoyens qui les avaient désignés et que ces citoyens en fait disparaissaient, en tout cas au moins jusqu'aux prochaines élections. Et donc on voit que la souveraineté nationale se transforme de cette façon en une souveraineté parlementaire qui est considérée comme absolue.
et donc l'exercice de la souveraineté relègue au second plan son titulaire. Les institutions mises en place par la première constitution écrite sont le corps législatif d'abord, et puis ensuite le roi et son gouvernement, c'est-à-dire en fait les ministres. La Constitution, qui est fidèle à l'esprit de Rousseau, consacre la suprématie du corps législatif, mais elle refuse une répartition rigoureuse des fonctions et préfère plutôt mettre en place des équilibres pour essayer d'éviter tout dérapage despotique. Roi et corps législatif semblent à première vue indépendants. D'abord, l'Assemblée unique est recrutée par voie élective. Elle comprend 745 députés répartis entre les 83 départements, députés qui sont élus pour 2 ans. Alors, quoique d'inspiration américaine, cette brièveté du mandat parlementaire tient beaucoup plus à la crainte d'une corruption des députés, qui ne manquerait pas, estimait-on, de se produire au contact des gouvernements, qu'à la volonté de puiser une nouvelle légitimité dans la nation par des élections plus fréquentes. Deuxième point, le roi n'est plus roi de France, mais roi des Français. La source de sa légitimité n'est plus d'essence divine, c'est-à-dire qu'il n'est plus roi grâce à Dieu, mais elle vient de la nation, c'est-à-dire que le roi gouverne parce que la nation lui en a donné le mandat. En revanche, son mode de recrutement demeure totalement étranger à celui des députés, puisqu'il est héréditaire, c'est la reprise de la loi salique. Face à deux légitimités complètement opposées qui risqueraient de provoquer des tensions, plusieurs mécanismes d'équilibre sont prévus. D'abord, le roi ne peut pas dissoudre le corps législatif, et réciproquement, la personne du roi est inviolable et sacrée. Ensuite, les députés sont irresponsables pour les actes commis dans l'exercice de leur mandat, tout comme le roi. Je rappelle, irresponsable ne signifie pas qu'ils font n'importe quoi et qu'ils sont intouchables, la suite le prouvera bien d'ailleurs, mais qu'ils ne doivent rendre de compte et s'expliquer de leur vote devant aucune juridiction. En gros, ils ne pourront jamais être jugés pour avoir voté pour ou contre un texte ou une motion. Seuls les électeurs trancheront lors des élections suivantes en réélisant ou non le député en question. Malgré ça, la méfiance à l'égard du roi reste la règle. L'irresponsabilité du roi souffre de 3 exceptions. Le roi doit prêter serment à la Constitution. Deuxièmement, il ne doit pas prendre la tête d'armée dirigée contre la nation. Et troisièmement, il doit rentrer en France si le corps législatif en fait la demande. Tout écart à ces exceptions entraîne une abdication immédiate de la royauté. Et de la même manière, le roi ne dispose plus de ses biens qui appartiennent à la nation, et pire encore, dans l'hypothèse où une régence serait nécessaire, le régent serait élu, et non plus désigné par la famille royale. Alors, sans remettre en cause les grandes lignes de l'équilibre statutaire instauré entre corps législatif et roi, on peut quand même relever que les seules exceptions à l'indépendance n'affectent que le monarque, qui ne dispose par ailleurs pas de compétences suffisantes pour faire réellement contrepoids à la puissance de l'Assemblée. Regardons maintenant le fonctionnement des institutions. Le pouvoir législatif est confié exclusivement au corps législatif et le pouvoir exécutif réside dans la main du roi. Bon, dans les faits, c'est beaucoup moins rigide parce que la Constitution prévoit un grand nombre d'empiètements. En particulier, s'agissant de l'exécutif, l'Assemblée a beaucoup de contrôle sur les nominations des hauts fonctionnaires, par exemple les magistrats et les militaires, c'est-à-dire ceux qui font en pratique tourner le royaume. Et en matière législative, l'initiative de la loi appartient à l'Assemblée, mais le roi conserve quand même un pouvoir de suggestion. Surtout, le roi dispose d'un veto suspensif. Bah oui, pour acquérir le statut de loi, le texte adopté par le corps législatif doit être revêtu de la sanction royale. Alors comprendre ici non pas une punition mais une autorisation, que le roi peut refuser. C'est ce qu'on appelle le veto. Si cela revient à associer directement le roi au processus législatif, oui, dans les délibérations, le roi peut tout à fait indiquer à quelles conditions il est prêt à signer ou pas. Dans les faits, ce pouvoir reste réduit. Le veto n'est que suspensif, c'est-à-dire que le roi peut ralentir le process de plusieurs années, mais il ne peut pas s'y opposer indéfiniment. Par ailleurs, certaines matières sont carrément exclues du champ du veto. C'est le cas par exemple du fonctionnement du corps législatif, de l'organisation des élections ou bien des impôts. Bon, concrètement, c'est très clairement une subordination de l'exécutif au législatif, et on est très loin de la balance des pouvoirs de Montesquieu. Certes, avec le veto suspensif qui associe en partie le roi à la fonction législative, ils reprennent un petit peu cette théorie, mais ils sont loin d'en tirer toutes les conséquences. L'éducation politique qu'ils ont reçue de l'Ancien Régime se retourne contre eux.
incapables de penser le pouvoir en termes de co-souveraineté, ils fondent la suprématie législative par la haine du despotisme monarchique. Sans opter pour la spécialisation rigoureuse des fonctions, qui est pourtant préconisée par Rousseau, par peur de fonder un despotisme d'un genre nouveau, ils restent quand même très attirés par cette conception qui permet selon eux le mieux de subordonner l'exécutif. Cette subordination est particulièrement prononcée s'agissant de la situation des ministres, où l'on devine dans la Constitution la crainte permanente du despotisme ministériel. Afin d'isoler le roi et de protéger le corps législatif, les ministres sont clairement tenus à l'écart. On l'a vu, les fonctions de députés et de ministres sont incompatibles, et si les ministres ont accès à l'Assemblée, ils y ont une place marquée et ne disposent que de possibilités d'expression très limitées. Surtout, la responsabilité dont ils sont l'objet les place sous la dépendance de l'Assemblée. Ah oui, seule la responsabilité pénale est explicitement prévue, mais les critères sont tellement larges et à la main de l'Assemblée que ça devient une responsabilité politique de fait. Concernant le pouvoir judiciaire, enfin, c'est assez clairement le parent pauvre de la Constitution, largement éclipsé dans le texte par les deux autres pouvoirs. En gros, les tribunaux ont interdiction de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif ou de suspendre l'exécution des lois. Alors lorsqu'ils écrivent ça, les constituants ont évidemment en tête les coups de force des parlements sous l'Ancien Régime qui revendiquaient une forme de droit de veto, comme on l'a vu dans le premier épisode. Et ça, c'est absolument inimaginable pour les révolutionnaires, puisque ça reviendrait à abandonner une part de la souveraineté à des juges, souveraineté qui appartient, je le rappelle, exclusivement à la nation et qu'elle délègue à ses représentants. Donc ce genre de blague, c'est terminé. En termes d'institutions, la Constitution institutionnalise les tribunaux qui rendent la justice et crée deux nouvelles institutions. La Cour de cassation, qui est une cour suprême devant laquelle les citoyens peuvent contester des jugements rendus par les tribunaux, et qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, et la Haute Cour, qui est en fait une cour politique, puisqu'elle sert uniquement à juger les crimes et délits commis par les ministres et les hauts fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Les débats sur les articles relatifs à la révision de la Constitution ont lieu dans une atmosphère antipopulaire qui fait suite à la fuite du roi et surtout au massacre du Champ de Mars d'août 1791. Se creuse un écart entre les notions jusqu'alors indissociables de révolution et de constitution. La Constitution cesse d'être un moyen de faire la révolution pour devenir aux yeux de la majorité des députés un moyen de la terminer et d'éviter toute surenchère révolutionnaire. Concrètement, laisser une constituante exister avec le pouvoir de modifier facilement les règles, c'était clairement ouvrir la porte à de nouvelles révolutions insatisfaites des règles en place. Mais si la nation détenait le pouvoir constituant, elle pourrait en théorie légitimement défaire ce qu'elle avait fait, non ? L'enjeu, c'était donc pour les constituants de limiter au maximum les possibilités de révision. Et donc, après avoir déclaré que, je cite, « la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution », les constituants ajoutent en effet un « néanmoins » qui est lourd de conséquences. En fait, le droit à la révision ne peut être exercé que, je cite, « par les moyens pris dans la Constitution même, et seulement pour les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvénients ». Et s'ensuit ensuite une procédure fort détaillée destinée à rendre aussi théorique qu'impossible la révision de la Constitution. Concrètement, c'est une énorme usine à gaz hyper compliquée, avec pour seul but de dissuader de l'utiliser. Point intéressant, si la Constitution fait bien la distinction entre constitution et loi, rien n'est prévu pour s'assurer que les lois soient bien conformes à la Constitution. Sieyès avait bien imaginé un vengeur des lois, comme il l'appelle, une espèce de première ébauche de jury constitutionnel, mais le texte de 1791 n'admet aucune sanction. C'est encore là un héritage de la conception absolutiste de la souveraineté, d'une conception qui tend à identifier souverain et gouvernant, et qui voit en outre dans la loi l'acte par excellence du souverain, ce qui rend de fait toute contestation difficile. Le transfert de la souveraineté du monarque absolu à la volonté générale de la nation, exprimée par ses représentants, je répète la mécanique, ne modifie pas la perception que l'on a de la loi. La continuité est, en l'espèce, aussi importante que la rupture. Le personnel de la constituante lègue ainsi à la Révolution une tradition durable.
Et oui, il faudra en effet attendre la Ve République en 1958 pour que l'idée d'un contrôle de constitutionnalité des lois devienne une réalité. Bon, ça c'était la théorie, le texte. Voyons maintenant sa mise en pratique, c'est-à-dire la politique. Si on simplifie un petit peu les choses, les grandes lignes de la vie politique de la première phase de la Révolution peuvent se résumer aux conflits qui vont opposer le roi et l'Assemblée et qui conduiront à la faillite puis à la chute de la monarchie constitutionnelle. Bon, tout ça ne dispense pas de prendre en compte des données plus profondes, telles que le fonctionnement du principe électif ou le rôle des clubs et des sociétés populaires, qui permettent non seulement d'éclairer la période, mais aussi de mieux comprendre les développements ultérieurs du processus révolutionnaire. Voyons d'abord la vie politique sous la législative. Et spoiler, elle va vraiment pas être très longue. Pourtant, ça démarrait pas si mal. Louis XVI avait accepté la Constitution, c'était pas du tout gagné. La fuite de Varennes et le massacre du Champ de Mars semblaient même oubliés par la population. Enfin, on s'apercevra plus tard en fait que pas du tout. La Constituante ayant interdit à ses propres membres de se représenter pour les élections de la législative, sur une superbe idée de Robespierre d'ailleurs qui a fait beaucoup tousser les députés, ouais, c'était déjà la mode de débat sur le non-cumul, eh bien ce sont de nouveaux députés, jeunes et actifs, qui allaient enfin pouvoir se mettre au travail pour le bonheur des Français. Et donc venus à Paris après les élections, ils vont se regrouper et puis ils vont se placer au sein de l'Assemblée législative en fonction de leurs affinités politiques. Et donc, quelle était la couleur politique de cette nouvelle Assemblée? Eh bien, par rapport à la Constituante, il y a eu un net glissement vers la gauche. Ce qui fera dire à Marie-Antoinette, pas toujours très subtile dans ses prises de position, que cette Assemblée est 1000 fois plus mauvaise que l'ancienne. Alors, qui trouve-t-on? Les partisans de l'ordre ancien ayant disparu, les constitutionnels, ou feuillants, du nom de leur club comme on l'a vu dans l'épisode précédent, vont s'installer à droite. Alors ils suivaient des chefs qui n'étaient plus à l'Assemblée grâce à la fameuse règle d'inéligibilité de Robespierre, je pense notamment à Lafayette ou aux frères Lameth. Et globalement, leur ligne politique, c'est la stricte application de la Constitution. Ce sont des partisans sincères de la monarchie constitutionnelle et ils sont opposés à toute remise en cause de l'ordre établi en 1791. Ils sont environ 260, c'est-à-dire à peu près le tiers de l'Assemblée, donc une solide minorité. Si vous avez bien suivi l'épisode précédent, ils étaient plutôt classés à gauche sous la Constituante. Et phénomène classique de la politique française, ils vont se retrouver déportés sur la droite et ils deviennent désormais la droite modérée après avoir pris la place de la droite absolutiste. Au centre, on trouve les indépendants. C'est une masse assez indistincte aux opinions fluctuantes. Ils sont environ 345 députés, c'est-à-dire un peu moins de la moitié, ce qui en fait le premier groupe de l'Assemblée. Une presque majorité donc, mais sans contour ni consistance, en fait des députés non inscrits au club, mais très attachés à la Révolution. Et à gauche, on trouve les députés les plus ardents de la législative, ceux que Lamartine nommera les Girondins, parce que les principaux d'entre eux, comme Vergniaud, Gadet ou Janson, venaient de la Gironde, logique. Mais en fait, à l'époque, on les appelait plutôt les Brissotins, parce qu'ils suivaient surtout les positions de Brissot de Warville, un fervent démocrate qu'on a déjà rencontré dans un épisode précédent. Ils sont environ 130, soit une petite minorité de 17%, mais une minorité très active. Enfin, à l'extrême gauche, on trouve des révolutionnaires beaucoup plus avancés qui fréquentent le club des Cordeliers, comme Chabot, Bazire ou Merlin de Thionville. À peine une dizaine, leur poids et leur influence est donc quasi nulle dans l'Assemblée, mais leur ascendant à l'extérieur de l'Assemblée est incontestable. Alors je précise, aucun de ces groupes, qui ne peuvent être qualifiés de partis politiques ni de groupes parlementaires au sens moderne du terme, ne possèdent vraiment de ligne politique claire, tant leur instabilité est grande et les itinéraires individuels rendent toute classification difficile. Si aucun de ces noms ne vous parle, c'est normal. L'inéligibilité des sortants dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont généralement les plus connus
fait que des grands noms ont dû céder la place à d'autres, un peu moins connus, et qui malheureusement n'auront pas le temps d'exister politiquement puisqu'ils vont être balayés par un autre personnel politique, pas encore ou plus élu, mais qui reviendront en force avec la République. Je pense bien sûr aux Danton, Desmoulins, Robespierre, Saint-Just, etc. La législative va commencer ses travaux le 1er octobre 1791, mais va très vite se retrouver en difficulté parce que les crises vont se multiplier sur tous les fronts. Sur le plan monétaire et financier, de nouvelles émissions d'assignats pour renflouer les caisses vont provoquer une crise monétaire avec une forte inflation. Sur le plan intérieur, dans les provinces, de nombreuses émeutes vont éclater. À Avignon, par exemple, l'assassinat du maire démocrate par des royalistes va entraîner de lourdes représailles. Sur le plan religieux, la constitution civile du clergé avait inquiété les catholiques, même favorables à la Révolution, et de nombreux prêtres jureurs vont commencer à se rétracter. Mais surtout, c'est sur le plan géopolitique que les choses vont se dégrader. Le rassemblement tapageur des émigrés sur les frontières du Rhin, je rappelle qu'à la Révolution, les émigrés désignent les aristocrates et les royalistes qui ont fui la France pour échapper à la Révolution et préparer la contre-révolution depuis l'étranger. Ces rassemblements vont fortement énerver les patriotes, c'est-à-dire les partisans les plus avancés de la Révolution. Et notamment, le comte de Provence, le frère du roi et futur Louis XVIII, avait rejoint son frère, le comte d'Artois, futur Charles X, à Coblence, qui devenait un centre du ralliement royaliste. À Worms, le prince de Condé était en train de monter une petite armée avec les nombreux officiers qui avaient quitté la France. Et donc l'opinion va assez rapidement se monter contre les petits princes allemands qui offraient l'asile à ces émigrés et surtout contre l'empereur d'Autriche, Léopold II, qui venait de signer avec le roi de Prusse une déclaration commune prévoyant une déclaration de guerre à la France. Bon, tout ça c'était un peu fumeux, mais ça suffisait quand même à agiter les esprits français. Et donc à Paris, le roi commence par nommer des ministres feuillants, d'opinion assez modérée et plutôt partisans de la paix. Et de crise en crise, les rapports vont vite s'envenimer entre l'exécutif et le législatif dans une constitution en fait insuffisamment équipée pour résoudre pacifiquement les conflits de nature politique. Alors avant de revenir au déroulement des faits, prenons un petit peu de recul. Il y avait deux points délicats dans le mécanisme politique prévu par la Constitution de 1791. Le premier, bien sûr, c'est le régime électoral qui écarte pour raison de pauvreté près de 3 millions de citoyens dits passifs et qui formeront plus tard les bataillons de mécontents que la gauche saura attiser. Le second, c'est la rigidité des pouvoirs, atténuée en principe mais aggravée dans les faits par le veto suspensif. Et le tout va être provoqué et renforcé en retour par un troisième facteur, l'accroissement inéluctable et irrépressible des forces extérieures à l'Assemblée nationale. Le principe électif d'abord. S'agissant du fonctionnement insatisfaisant du principe électif, il se caractérise en effet par une très faible mobilisation électorale. Alors que les scrutins de 1790 connaissent une participation supérieure à 50%, on observe un net recul dès le printemps 1791. Les assemblées primaires du mois de juin, chargées de désigner les nouvelles assemblées électorales, n'attirent pas la moitié des votants de 1790. Les raisons profondes sont assez complexes. Si l'argument d'une insuffisante éducation politique résiste assez mal à l'analyse, on peut avancer le grand nombre de consultations électorales qui ont pu décourager, mais surtout le faible enjeu, bien compris donc, de ces élections, se bornant en fait à désigner des représentants dans un vide politique le plus total, sans programme ni affiliation partisane, favorisant plutôt les hommes au détriment des idées. Deuxièmement, le fonctionnement politique et le veto. S'agissant ensuite du mécanisme constitutionnel, il faut voir la vie politique pour comprendre les limites du système. Défectueux de principe, la marche du système va être singulièrement compliquée par les circonstances. Bon, déjà, non seulement le moteur révolutionnaire va s'accélérer sous sa propre force, mais vont venir s'ajouter des conflits nouveaux. Le premier d'entre eux, fait nouveau, c'est bien sûr la guerre avec l'Europe monarchique, guerre, je le rappelle, voulue par les Girondins, qui étaient l'aile marchande de la législative, et dont je rappelle que le chef était Brissot. Mais aussi d'autres conflits politiques nouveaux vont venir se greffer, comme par exemple le conflit entre les Girondins et les futurs montagnards, les Danton, les Robespierre, le conflit entre la Commune insurrectionnelle de Paris et l'Assemblée législative,
le conflit entre Lafayette, général Feuillant, et l'Assemblée législative, et conflit enfin entre l'exécutif et le législatif sur l'usage vécu comme démesuré du veto royal. Et donc ça amène la question, comment cette constitution a-t-elle fonctionné ? Même si le roi n'a pas le dernier mot, sa collaboration demeure nécessaire. Le bon fonctionnement des institutions suppose donc qu'il accepte ce basculement de la souveraineté qui fait de lui, ancien monarque absolu, le délégué de la souveraineté nationale aux côtés du corps législatif. Et dans un contexte où s'accroît le malaise économique, où se précise le péril contre-révolutionnaire, où la situation aux frontières fait craindre une invasion de la France par les ennemis jurés de la Révolution, on comprend que l'opposition entre les pouvoirs constitués ne tardera pas à se manifester. Au total, l'application de la Constitution de 1791 va bien être cette confrontation chaotique et chaotée de deux méfiances. Méfiance de l'Assemblée vers la Cour et inversement. Et donc il va falloir regarder un peu les relations entre ces deux pouvoirs, pouvoir exécutif et pouvoir législatif, c'est-à-dire la Cour et l'Assemblée. Et donc concrètement, Louis XVI a-t-il été le roi de la Constitution de 1791 ? Eh bien, à première vue, oui, et il y a une série de faits constitutionnels qui le montrent. Reprenons la vie politique là où nous l'avions laissée, à l'automne 1791. Et le premier conflit politique se déroule sur trame de l'émigration et du problème religieux. Le décret du 31 octobre 1791 donne au comte de Provence, frère du roi, 2 mois pour rentrer en France sous peine d'être déchu de ses droits au trône. Le décret du 9 novembre suivant adresse la même sommation aux émigrés, faute de quoi ils seront considérés comme suspects de conspiration et verront les revenus de leurs biens séquestrés au profit de la nation. Le décret du 29 novembre exige à nouveau des prêtres réfractaires le serment civique et déclare suspects les insermentés. Enfin, un autre décret du même jour invite le roi à requérir des électeurs de Trèves, de Mayence et autres princes d'empire qui accueillent les Français fugitifs de mettre fin aux attroupements et enrôlements qu'ils tolèrent sur la frontière. Et donc, conformément à la Constitution et de plein droit, le roi va mettre son veto sur le décret contre les prêtres réfractaires et contre celui des immigrés, mais, et c'est point intéressant, il accorde sa sanction à celui contre son frère et à celui lançant un ultimatum aux princes allemands. Ces problèmes de politique extérieure vont rapidement s'imposer comme l'un des enjeux majeurs du moment avec des clivages très forts. Les démocrates passionnés, rangés notamment derrière Brissot, sont violemment contre les immigrés, contre leurs protecteurs allemands et surtout contre l'empereur Léopold II, frère de la reine. Avocat et publiciste, Brissot avait pris la tête du comité diplomatique, principal groupe responsable de la politique extérieure, et il se répandait en discours incendiaires contre Coblence, d'où, selon lui, venaient tous les maux. Tous ceux qui s'opposent à la Révolution, alors il faut détruire l'armée d'émigrés qui se rassemble à Coblence, tandis que nous parlons. Alors seulement quand nous aurons écrasé tout espoir d'aide extérieure, le roi sera forcé de gouverner conformément à la Constitution. Et pour lui, la seule solution, c'était une bonne guerre avec l'Autriche, qui aurait l'avantage de réveiller les énergies populaires, de relancer la ferveur révolutionnaire, tout en permettant de démasquer les aristocrates et les traîtres. C'était une opinion majoritaire, parce qu'elle identifiait un bouc émissaire étranger, mais c'était pas pour autant l'opinion de tout le monde aux Jacobins. La guerre n'est pas une solution. Écoutez-moi bien, Brissot, et vous tous, les amis girondins. Face à Brissot, Robespierre s'oppose à la guerre. Assez rationnel en fait, il craignait un conflit dont nul ne pouvait prévoir l'issue. C'est vrai qu'il faut toujours faire très attention à l'excès de confiance quand on part en guerre, et qui risquait selon lui d'amener une dictature militaire. Mais malgré quelques voix contre, la guerre semble inévitable, parce qu'en fait c'est le seul point où exécutif et législatif sont alignés. Côté législatif, l'Assemblée va se ranger progressivement au vu de Brissot qui, je l'ai dit, proposait un bouc émissaire idéal, les émigrés, avec ce qui deviendra un des mythes politiques fondateurs français, le complot de l'étranger. Côté exécutif, l'entrée en guerre n'avait que des avantages. Une victoire contre l'Autriche serait mise au crédit du roi et affirmerait son autorité, et à l'inverse, une défaite militaire aiderait au rétablissement de la monarchie. Gagnant-gagnant pour la monarchie qui préférait de loin une guerre politique à une guerre civile. Nos ennemis sont à l'intérieur de la France, nos amis à l'extérieur.
j'écris à mon neveu, l'empereur François.